Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour et bienvenue à Décideur Politique, la nouvelle émission du JDD.fr et de Décideur TV. Nous sommes heureux avec Caroline Vigoureux d'accueillir Valérie Pécresse, bonjour, députée UMP des Yvelines, ancienne ministre du Budget. Et ça tombe bien puisque le gros morceau de la semaine, c'est la loi de finances 2014 qui a été présentée avant le Conseil des ministres. Nous vous interrogerons aussi sur ce livre qui sort ces jours-ci. Voulez-vous vraiment sortir de la crise ? Et Caroline a bien sûr scruté le net pour savoir ce qu'en dites-vous sur les réseaux sociaux. Alors la première question, c'est le gouvernement annonce un effort sans précédent en matière de réduction de dépenses publiques. Il avance le chiffre de 15 milliards. Ça va plutôt dans le bon sens, ça, Valérie Pécresse ? Nous venons d'assister cette semaine à un véritable scandale démocratique. Le gouvernement a présenté un pseudo-budget à la presse. Il ne l'a pas donné au Parlement. C'est contraire à tous les usages de la République. Comment ça se passe ? D'habitude, le gouvernement invite les membres de droite et de gauche de la Commission des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat à une présentation du budget. Ensuite, il y a un Conseil des ministres. Et juste à la sortie du Conseil des ministres, le ministre de l'économie vient au Parlement pour montrer son budget. Cette année, qu'est-ce qui se passe ? 2 semaines avant le Conseil des ministres, eh bien, le gouvernement annonce des baisses de dépenses, une pause fiscale, mais on n'a pas la copie, monsieur Jeudi. On n'a pas la copie du gouvernement. La méthode n'est pas la bonne, mais le fond, les 15 milliards. Mais c'est un poker menteur. C'est comme si je vous disais, j'ai un carré d'as, mais je ne vous le montre pas, monsieur Jeudi. Je fais 15 milliards de baisse des dépenses, mais je ne vous dis pas où, parce que je ne donne pas la copie au Parlement pour qu'il puisse vérifier que les 15 milliards existent. Donc aujourd'hui, pour moi, ces 15 milliards, c'est purement du vent, c'est de la communication. Nous ne savons pas où sont aujourd'hui les baisses de dépenses du gouvernement. Vous ne croyez pas, Caroline ? Je n'y crois pas parce qu'on ne me montre pas la copie. Vous savez, moi je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Dans votre livre, vous écrivez « On sait tous ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas ». On a envie de vous demander qu'est-ce qui vous a empêché de le faire avant, quand vous étiez au pouvoir ? Écoutez, c'est tout le travail du livre. Le livre fait un inventaire du quinquennat passé. Et on me dit, mais cet inventaire, est-ce que ça ne va pas être de l'autoflagellation ? Est-ce que ça ne va pas être contre-productif ? Non, moi je crois que l'inventaire est utile. Il est inventaire parce qu'il est utile parce qu'il permet de comprendre pourquoi, à certains moments, ça a marché, les réformes, sur l'université, sur les régimes spéciaux, sur les retraites, et pourquoi, à certains moments, ça a bloqué sur la TVA sociale, la baisse des charges sur le travail, sur le lycée, sur la réforme des territoires, la fusion département-région. Pourquoi ça bloque ? Et sur la hausse d'impôts, par exemple, puisque Nicolas Sarkozy et vous-même, vous étiez aux finances, il y a eu aussi des augmentations importantes sous le quinquennat précédent. Vous parlez aujourd'hui de matraquage fiscal. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de contradiction dans la part de l'opposition aujourd'hui de dénoncer les impôts de François Hollande quand la droite les a augmentés hier ? Alors, ce que j'essaye d'expliquer et de retracer, c'est la logique du quinquennat. On a commencé par baisser les impôts, puis ensuite il y a quand même eu cette crise très violente de 2009 qui nous a obligés à faire un plan de relance, mais dans l'urgence, et donc à creuser les déficits, à augmenter la dette, et du coup à augmenter ensuite les impôts pour rembourser cette dette et rétablir les déficits. Il faut vraiment se remettre dans le contexte. Aujourd'hui, le gouvernement Hollande n'a plus d'excuses. L'euro est sauvé, l'Europe est stabilisée. Il faut se remettre dans le contexte du quinquennat précédent. Et c'est pour ça, alors je ne cherche pas que des excuses, puisque dans mon livre, je dis bien que je regrette qu'on ait fait trop d'augmentation d'impôts et qu'on aurait dû déjà aller vers plus de baisse de dépenses dès le début. Mais aujourd'hui, vraiment, je le dis, on n'est plus du tout dans la même situation. Aujourd'hui, c'est le moment des réformes de structure. Et on ne peut plus rajouter une couche d'impôts supplémentaire. Et c'est pour ça que moi, je propose une règle d'or fiscale. Une règle d'or fiscale qui consisterait à dire, désormais, oui, on ne change pas. Voilà, c'est ça. On ne change pas un impôt plus d'une fois tous les 5 ans. Pourquoi ? Mais parce que ce soit un acteur économique, un investisseur, ou que ce soit un particulier, un ménage, quand il prend une décision, eh bien, il faut qu'il la prenne en sachant quelles vont être les conséquences fiscales de sa décision. Si je décide d'acheter une maison ou d'acheter de l'assurance vie, il faut que je sache quelle va être la fiscalité. Donc on baisse les aides sociales quand il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez de croissance, que la France est en crise. Non, on ne change pas un impôt plus d'une fois tous les 5 ans. Ça veut dire simplement que si vous avez
changer l'impôt sur le revenu cette année, eh ben vous vous engagez à ce que pendant les 5 prochaines années, tous les Français sachent que l'impôt sur le revenu ne bougera plus. Et pareil pour le prix de l'essence, pareil pour les taxes sur le diesel, pareil. Vous prenez un impôt pour 5 ans et pendant 5 ans, on est sûr. Ça s'appelle de la confiance fiscale. C'est ça qu'il faut renouer. Alors, revenons à votre livre. Bon, effectivement, vous dressez un inventaire, vous dites un inventaire utile. Vous employez souvent cette expression assez générale de responsabilité collective. Au fond, c'est quand même un inventaire un peu light. Vous ne voulez pas cibler un responsable plus qu'un autre. Il y avait quand même un président de la République, un Premier ministre. Alors, c'est clair, je ne cherche pas des responsables. Je cherche des causes. On n'a pas supprimé les 35 heures. Pourquoi on ne l'a pas supprimé? On n'a pas réussi à fusionner le département et la région. Pourquoi on n'a pas réussi? On n'a pas réussi à réformer le bac et le lycée. Pourquoi? Et je cherche les causes et je pense que c'est important que nous fassions ce travail pour crédibiliser l'alternance. Parce que qu'est-ce qu'ils nous disent les Français? Ils nous disent évidemment qu'est-ce que vous proposez? Mais dès qu'on fait une nouvelle proposition, ils disent mais pourquoi vous ne l'avez pas faite avant? Vous avez été 10 ans au pouvoir. Et qu'est-ce qui nous prouve que si vous êtes réélu, vous allez le faire après. Donc il faut absolument qu'on identifie les blocages, la violence de la société, les carences du dialogue syndical, le fait que la France silencieuse, j'allais dire c'est une tautologie, ne s'exprime jamais, qu'on n'avait pas assez d'alliés dans la société civile, le fait qu'on fait des réformes trop belles, trop grosses, cathédrales, où on met tout dedans. Pas peur que la France silencieuse, actuellement, elle s'exprime plutôt, en tous les cas dans les sondages, et on le voit peut-être avant les municipales, vers le Front National? Bien sûr que si. Mais c'est tout. Je voudrais conjurer la malédiction du vote extrême. Je veux crédibiliser la droite et crédibiliser la droite dans l'idée de réforme. C'est pas parce qu'on n'a pas réussi la dernière fois qu'on réussira pas la prochaine fois. On réussira la prochaine fois parce qu'on aura fait ce travail de conviction de l'opinion et parce qu'on reconnaîtra nos erreurs. On va passer à la prochaine fois et on va passer à l'actualité immédiate de François Fillon et que vous aviez soutenu, Caroline. François Fillon avait fait équipe avec vous l'année dernière pour la présidence. Enfin, vous aviez fait équipe avec François Fillon pour la présidence de l'UMP. Est-ce que vous seriez prête à voter pour un candidat FN plutôt qu'un candidat PS, comme il l'a suggéré la semaine dernière? Moins sectaire. Moi, ma position est très claire. D'abord sur cette phrase, j'étais dans le studio de l'émission dans laquelle cette phrase a été prononcée, et dès qu'elle a été prononcée, à la sortie, je suis allée voir François Fillon. Je lui ai dit, je n'ai pas compris cette phrase. C'est une erreur. Je n'ai pas compris. Et il m'a assuré, à ce moment-là, et il me l'a redit depuis, que sa position vis-à-vis du FN n'avait pas changé. C'est-à-dire qu'il ne mettait pas le Front National sur le même plan que le Parti Socialiste. Donc, moi, c'est ma position. Pour moi, le FN, je l'ai déjà dit, ce n'est pas mes valeurs, et le Parti Socialiste, ce n'est pas mes idées, je ne les mets pas sur le même plan, et moi, je n'appellerai pas à voter pour un candidat FN. Est-ce que François Fillon est toujours le mieux placé pour éventuellement la primaire 2016, puisqu'il a dit qu'il serait candidat? Est-ce que c'est toujours votre favori? Vous savez, ma loyauté à François Fillon, elle est entière, parce que je partage son diagnostic sur l'état de la France. Je pense que nous sommes en déclin. Je pense que nous sommes menacés. Je pense que pour en sortir, il faut convaincre les Français de travailler davantage et de dépenser moins, de faire un certain nombre de réformes qu'on n'a jamais réussi à faire. Mais en même temps, je veux aussi les convaincre que quand on dit réforme, on ne dit pas toujours que de la sueur et des larmes. Des réformes, ça peut apporter très très vite beaucoup de bien-être. Ça peut apporter plus d'emplois. Si on baisse les charges sociales, par exemple, on peut créer de l'emploi très vite. Si on augmente le temps de travail, on peut avoir des gains salariaux. Si on réforme le bac, on peut avoir tout le poids de l'éducation nationale qui soit mis sur les apprentissages fondamentaux, lire, écrire, compter, et donc on peut lutter contre le décrochage scolaire. Donc la réforme, c'est pas forcément une réforme punitive. Donc vous croyez à la réforme et vous croyez toujours à François Fillon. Il faut changer nos comportements. Caroline. Oui, je crois qu'il faut un réformateur serein aujourd'hui. Pour la France. Cette semaine, vous avez posé dans Le Point en train de faire un footing. La photo a été très commentée sur Twitter notamment. Est-ce que vous avez cherché à travers cette image à donner une nouvelle image de vous? Quand on fait de la politique, il faut accepter de se dévoiler. Et effectivement, j'ai choisi cette photo pour montrer un peu ce que je suis. Il se trouve que depuis que j'ai quitté mon ministère, j'avais une vie très déséquilibrée, d'ailleurs que je raconte un petit peu dans le livre, parce que j'habite loin, les journées étaient exténuantes, porte-parole ça commence dans les matinales à 7h du matin, ministre du budget ça finit à 1h du matin dans l'hémicycle. Voilà, le sport aujourd'hui fait à nouveau partie de ma vie et c'est une grande source d'équilibre.
Alors sur Twitter comme sur Facebook, beaucoup d'internautes commentent chacune de vos publications, vous leur répondez souvent d'ailleurs, et la critique qui revient, Valérie Pécresse sur Twitter, c'est vrai. C'est de dire... Mais parce que c'est un lien direct. C'est rare de répondre. Oui, mais c'est un lien direct avec vraiment, je vais dire un Français qui nous dit quelque chose, et je trouve que c'est un formidable instrument pour ça. Et vous avez dû constater que donc la critique qui revient régulièrement, c'est de dire vous aussi vous avez été au pouvoir, vous aussi vous avez votre part de responsabilité. Qu'est-ce que vous répondez à ces Français-là? Je ne la nie pas, au contraire, je l'assume. Mais vous savez, j'étais dans une équipe, on était un collectif, on a tenté des choses, et puis à certains moments, on n'a pas réussi. Une réforme, c'est comme un élastique. C'est comme un élastique. Vous tirez l'élastique et puis à un moment, il faut arrêter de tirer parce que si vous tirez trop, l'élastique vous éclate à la figure. Voilà. Et donc, à un moment, le chef, le président de la République, décide qu'on arrête de tirer sur l'élastique. Par exemple, réforme des retraites, 62 ans ou 63 ans. On tire l'élastique, on brise un tabou, on brise le tabou de la retraite à 60 ans, c'est énorme. Où est-ce qu'on tire l'élastique? 62, 63, 65? Je raconte dans le livre qu'on a hésité, il y a eu des réunions... Et à un moment, le président de la République, le chef, décide ce sera 62. Et pouf, on plante un piolet. Mais ce qui est important de savoir, c'est que c'est comme en escalade. On est en train d'escalader la montagne de la réforme. Et quand vous avez planté le piolet à 62 ans, il n'y a pas de retour en arrière possible. Et François Hollande, qui a fait toute sa campagne sur la retraite à 60 ans, il ne revient pas sur la retraite à 62 ans. Et là où on peut le critiquer, c'est qu'il devrait s'appuyer sur la retraite à 62 ans pour au contraire franchir l'étape d'après. C'est-à-dire les 63 ans. Et il ne le fait pas parce qu'en réalité, il n'a pas le courage de la réforme. Il n'a que la facilité des hausses d'impôts. Juste sur ce point, parce que vous parlez de la réforme des retraites, les Verts sont critiques sur la réforme des Verts. Ils sont également très critiques. On les a entendus dire le budget n'est pas votable en l'état. Vous les connaissez bien, la région Île-de-France. Vous pensez vraiment qu'ils vont franchir le Rubicon, sortir du gouvernement ? Aujourd'hui, je crois que les Français ont bien compris que les Verts ont abandonné leurs convictions pour leurs ambitions. Je veux dire, aujourd'hui, la seule personne dans la classe politique française qui défend vraiment l'écologie, c'est Delphine Batho. On a presque envie de lui dire Delphine Batho, créer un parti écologiste en France pour défendre vraiment les sujets environnementaux. Aujourd'hui, les Verts se trouvent très bien dans les heures de la République, ils sont prêts à toutes les concessions sur leurs idées, et aujourd'hui, ils le montrent avec cette espèce de cafouillage absolu, de tragicomédie sur la taxe écologique. Caroline. Dernière question, le fameux Sarkoton a atteint ses objectifs avec 11 millions d'euros récoltés. Il y a eu plusieurs comparaisons qui ont été faites sur Internet entre les 11 millions et d'autres causes. Est-ce que justement il n'y a pas une forme d'indécence quand on voit les difficultés que rencontre la Croix-Rouge ou bien d'autres associations à récolter autant d'argent? Les partis politiques, c'est important pour la vie démocratique. Aujourd'hui, c'était la survie d'un parti politique qui était en jeu, et pas n'importe quel parti, c'était l'UMP, c'était le grand parti d'opposition. Donc non, ça n'est pas dérisoire de donner à un grand parti de gouvernement pour l'aider à s'opposer à la politique qui est menée. C'est pas dérisoire, ça s'appelle la démocratie. Et moi, je profite de votre émission pour dire merci à tous ceux qui nous ont fait confiance, qui ont donné, parce qu'ils contribuent à sauver le pluralisme et la démocratie dans notre pays. Combien vous avez donné, Valérie Pécresse, vous? Quel était le montant de votre don? Moi, j'ai donné 5 000 euros. J'ai donné un mois du traitement des députés parce que c'était ma famille politique et que je pense que, voilà, comme on va beaucoup demander aux Français, on doit aussi beaucoup se demander à nous-mêmes. Pour revenir à votre livre et conclure cette émission, c'est aussi une forme d'émancipation pour vous, ancienne ministre, jeune femme politique. Vous pensez aussi à la présidentielle de 2017 ou 2022 ? Comme vos camarades cadres? C'est le livre d'une femme libre. Et je dis dedans des choses qui ne sont pas forcément très populaires. Il va falloir travailler plus, il va falloir dépenser moins, il va falloir se réformer dans tous les domaines de la société où on n'a pas réussi. Donc voilà, c'est vraiment ma vérité, avec toute la subjectivité, avec toute l'imperfection qu'elle peut avoir. Mais je sais que beaucoup des hommes politiques ont des arrière-pensées. Moi, ma seule candidature présidentielle aujourd'hui, vous le savez, c'est à la tête de la région Île-de-France. Ce sera en 2015. Et effectivement, je prends date pour ce rendez-vous. Merci Valérie Pécresse et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Décideurs politiques.